L'amiral Frank Gates était à 30 secondes de la mort et il n'en avait aucune idée. Après 10 ans d'attente, sa femme était enfin en train d'accoucher. Le bébé qu'ils avaient tant prié pour avoir allait enfin arriver. Mais dans le couloir de l'hôpital, un homme souriant, porteur d'un secret mortel, l'attendait. Le Dr. Malcolm Reeves, directeur général de l'hôpital, a passé des années à planifier ce moment. Une poignée de main, un poison invisible, une vengeance parfaite contre l'amiral qui avait détruit sa famille. Ce qui s'est passé dans les 8 secondes qui ont suivi a défié tous les protocoles, enfreint toutes les règles et transformé une infirmière en une héroïne comme vous n'en avez jamais entendu parler. Car l'infirmière Leora Bennett a donné un coup de poing qui a tout changé. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bonne lecture. Mais avant de découvrir comment cela se termine, nous devons revenir 8 heures en arrière. 8 heures avant le coup de poing, 8 heures avant le son, 8 heures avant que tout n'explose dans ce couloir, car cette histoire ne se résume pas à 8 secondes de violence. Elle concerne 27 ans de sacrifice. Elle concerne 10 ans d'espoir. Et elle concerne un homme qui avait manqué tout ce qui comptait jusqu'à la nuit où il a failli ne pas avoir la chance de réparer ses erreurs. L'amiral Frank Gates se tenait dans la salle de briefing de la base navale de Norfolk, terminant ce qu'il s'était promis d'être son dernier débriefing de mission avant que tout ne change. 27 ans de service, 27 ans à choisir le devoir plutôt que la famille, 27 ans de chaises vides lors des fêtes d'anniversaires manqués, d'appels téléphoniques à la maison qui se terminaient toujours par « Je suis désolé, mais je ne peux pas venir ». Les funérailles de son père, le mariage de sa sœur, la remise de diplôme de son neveu. Il avait tout manqué. Les commandants autour de la table discutaient de la logistique des déploiements du trimestre suivant, mais Frank n'écoutait plus vraiment. Son esprit était ailleurs. Sa main n'arrêtait pas de se diriger vers sa poche où son téléphone était en mode silencieux, attendant. Toujours attendant, puis il vibra. Frank le sortit et le nom de Lenora s'afficha à l'écran. Un message vocal. Son cœur s'arrêta de battre pendant 1 seconde, comme à chaque fois qu'elle l'appelait à l'improviste, avant qu'il n'appuie sur « play ». Sa voix retentit, tremblante d'émotion et d'autres choses, de douleur, d'anticipation, de joie. Frank, le médecin dit que c'est le moment. Le bébé arrive. J'ai besoin de toi ici. S'il te plaît, ne manque pas ça. 27 ans de discipline militaire, à rester calme sous le feu ennemi, à diriger des hommes dans des situations impossibles. Tout cela s'est effondré en un instant. Les mains de Frank se mirent à trembler lorsqu'il se leva de la table. Les autres officiers le regardèrent, perplexes, inquiets. « Messieurs, dit-il d'une voix à peine stable, ma femme est en train d'accoucher. Je dois y aller. » Il n'attendit pas la permission. Il n'attendit pas d'être congédié. Il sortit simplement, sortant déjà ses clés de sa poche, se déplaçant déjà plus vite que ne le permettait le protocole. En 27 ans, il avait tout manqué. Les petits moments, les grands moments, les moments qui définissent une famille. Mais pas celui-ci. Jamais celui-ci, celui-ci. Si vous croyez en ceux qui sacrifient tout pour leur famille, cliquez sur le bouton « S'abonner », car cet amiral a tenu sa promesse et ce qui va se passer ensuite va vous épater. Ne manquez pas ça. Frank a conduit jusqu'à l'hôpital, le cœur battant plus fort que lors de n'importe quelle situation de combat. Ce n'était pas de la peur, c'était quelque chose de plus grand. C'était 10 ans de prières exaucées qui devenaient enfin réalité. Il y a 10 ans, ils avaient commencé à essayer. 10 ans de rendez-vous chez le médecin et de traitement de fertilité. 10 ans d'espoir qui se construisaient et s'effondraient mois après mois. 3 fausses couches qui avaient presque brisé Lenora. Des nuits où Frank avait tenu sa femme dans ses bras pendant qu'elle pleurait, demandant à Dieu pourquoi c'était si difficile. Pourquoi tous les autres semblaient obtenir la seule chose qu'ils désiraient le plus. Ils avaient prié. Ils avaient attendu. Ils avaient presque abandonné. Et puis, il y a 6 mois, Lenora avait 42 ans et Frank 50. Le miracle s'est produit. Elle était enceinte. Contre toute attente, contre toutes les prévisions prudentes des médecins, Frank lui avait fait une promesse ce jour-là, debout dans leur cuisine, le test positif entre ses mains tremblantes. Je serai là quand ce bébé naîtra, quoi qu'il arrive. Aucun déploiement, aucune mission, aucun devoir ne m'empêchera d'être là quand notre enfant naîtra. Lenora avait pleuré et l'avait cru,
même si 27 ans lui avaient appris que la marine passait toujours en premier. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, Frank tenait sa promesse. Il s'était arrêté dans une petite boutique de fleurs qui fermait pour la soirée et avait acheté toutes les roses et blanches qui restaient. Il était remonté dans sa voiture et avait répété ce qu'il dirait à sa fille. Oui, sa fille. Il l'avait appris 3 semaines auparavant. Une fille, Clara Hope Gates. Hope, car c'est ce qu'elle représentait. L'espoir qui avait failli mourir, mais qui avait refusé de rester enfoui. Les mains de Frank agrippèrent le volant lorsque l'hôpital apparut. Il pouvait le sentir. Ce sentiment irrésistible que toute sa vie l'avait mené à cet instant. Tous les sacrifices, tous les moments manqués, tous les choix qui lui avaient coûté si cher, ils étaient sur le point de prendre un sens différent. Ce soir, il n'était pas l'amiral Gates. Il n'était pas un commandant, un stratège ou un chef d'homme. Ce soir, il était simplement Frank, un père sur le point de rencontrer son miracle. Il se gara, prit les fleurs et franchit les portes de l'hôpital, rayonnant d'espoir à chaque pas. Il demanda à la réceptionniste où se trouvait la maternité et elle lui sourit, ce sourire complice que l'on adresse au père nerveux. Il accéléra le pas. Son téléphone vibra à nouveau. « Lenora, où es-tu? » Il répondit par un SMS, les pouces tremblants. « À 2 minutes. Je t'aime. » Frank tourna au coin du couloir menant à la maternité, le cœur si plein qu'il crut qu'il allait exploser. Il se demandait à quoi ressemblerait le visage de Clara, si elle aurait les yeux de Lenora ou son menton obstiné. À quoi ressemblerait son premier cri? S'il pleurerait lui aussi, probablement. Ce que Frank ignorait, c'est qu'à l'intérieur de cet hôpital, un homme qui le détestait l'attendait avec des intentions meurtrières. Le docteur Malcolm Reeves était assis seul dans son bureau d'angle au 5e étage, appliquant méthodiquement un gel transparent sur la paume de sa main droite. La substance était inodore, incolore, complètement invisible à l'œil nu. Derrière lui, des certificats tapissaient les murs, des diplômes de médecine de l'Université Johns Hopkins, des récompenses pour l'excellence dans l'administration des soins de santé, des photos de lui serrant la main de sénateur et de philanthrope. La façade respectable d'un guérisseur. Mais entre ses mains, la mort attendait avec une précision clinique. Pour comprendre pourquoi un guérisseur est devenu un tueur, il faut remonter 8 ans en arrière. 8 ans avant une opération militaire qui allait briser 2 familles et mettre un médecin discret et brillant sur la voie du meurtre. Il s'agissait d'un raid en Europe de l'Est. L'amiral Frank Gates a mené une opération secrète pour capturer Patrick Kane, un trafiquant d'armes qui fournissait des armes à des organisations terroristes. Kane était impitoyable, dangereux et avait échappé à la capture pendant 3 ans. Mais il avait commis une erreur. Il avait trop rapproché son réseau de chez lui, impliquant des membres de sa famille dans ses activités illégales. L'un de ces membres de la famille était David Reeves, le frère aîné et unique frère de Malcolm. David n'était pas un génie du crime. C'était un coordinateur logistique qui avait fait un choix terrible en aidant son cousin à transférer de l'argent et du matériel. Lorsque l'équipe de Gates est intervenue, l'opération a tourné à la violence. Patrick Kane a été tué en résistant à son arrestation. David Reeves s'est retrouvé pris entre 2 feux, non pas physiquement, mais juridiquement. Les preuves étaient accablantes. Il a été condamné à 15 ans de prison fédérale. Malcolm Reeves était assis dans la salle d'audience le jour où son frère a été condamné, regardant le nom de sa famille être détruit en quelques heures. Leur mère a subi un accident vasculaire cérébral 2 semaines plus tard à cause du stress et de la honte. Elle ne s'en est jamais complètement remise. L'entreprise familiale s'est effondrée sous le poids du scandale. Les amis ont disparu. Les collègues ont pris leur distance. Et de l'autre côté de la salle d'audience, Malcolm a croisé le regard de l'amiral Frank Gates, l'homme qui avait dirigé l'opération, l'homme qui avait donné les ordres, qui avait détruit son monde. Gates ne se souvenait même pas de lui. Pourquoi s'en serait-il souvenu? Malcolm n'était qu'un visage parmi d'autres dans la salle d'audience, une autre victime de la justice. Mais Malcolm se souvenait, et à ce moment-là, quelque chose de froid et de patient s'installa dans sa poitrine. La vengeance n'était pas un feu qui brûlait avec ardeur. C'était de la glace qui se formait lentement, couche après couche, année après année. Malcolm passa les 8 années suivantes à élaborer son plan avec la même précision méthodique qu'il avait autrefois utilisée pour sauver des vies.
Il gravit les échelons de l'administration hospitalière, ciblant les postes proches des installations militaires. Lorsque le poste de PDG du Mercy General s'est libéré à seulement 25 km de la base navale de Norfolk, où résidait Gates, Malcolm a postulé. Il était surqualifié, brillant et absolument dévoué. Il a été embauché en moins d'1 mois. Il a fait des recherches obsessionnelles sur Gates, a appris ses habitudes, sa carrière, sa famille. Et lorsqu'il a découvert que Lenora Gates était enceinte après des années d'infertilité, Malcolm a su exactement quand frapper. Il a commandé le poison auprès de fournisseurs du Dark Web qui ne posaient aucune question. Il l'a testé sur des rats de laboratoire dans le sous-sol de sa maison, perfectionnant le dosage pour qu'il tue en quelques minutes. Impossible à détecter sans équipement spécialisé. Son journal intime de cette semaine-là était effrayant par sa simplicité. Il m'a pris mon frère. Je vais lui prendre sa chance d'être père ce soir. L'attente était terminée. Le téléphone de Malcolm vibra, signalant un SMS d'un employé de l'hôpital qu'il avait payé pour surveiller l'arrivée de Gates. Gates est à 20 minutes. Malcolm se leva, appliqua le poison une dernière fois avec une précision chirurgicale et s'entraîna à sourire devant le miroir fixé à côté de son bureau. Le reflet montrait 2 hommes, le PDG inquiet et le tueur de sang-froid, occupant le même espace. Il ajusta sa cravate, répéta une fois de plus sa salutation et se dirigea calmement vers le couloir de la maternité. Il se positionna parfaitement à l'endroit où Gates devait passer. Sa paume picotait légèrement à cause du poison. Son rythme cardiaque restait calme. 8 années de préparation avaient abouti à cela. Une poignée de main, un moment de confiance, un meurtre parfait déguisé en félicitations. Reeves avait tout prévu. Le moment, la dose, l'alibi. Mais il n'avait pas compté sur la seule personne dans cet hôpital qui pouvait sentir la mort elle-même. L'infirmière Leora Bennett se déplaçait dans l'aile du 4e étage de l'hôpital avec une efficacité douce, fruit de nombreuses années de pratique. Elle ajusta la perfusion de Madame Chen avec des mains expertes, vérifiant le débit tandis que la vieille femme lui souriait avec des yeux reconnaissants. « Vous êtes un ange, ma chère, » murmura Madame Chen. « La façon dont vous prenez soin des gens, c'est un don. » Leora lui rendit son sourire, ce sourire chaleureux qui mettait les patients à l'aise. « Je fais juste mon travail, Madame Chun. Reposez-vous maintenant. » Au bout du couloir, elle trouva une mère nerveuse qui accouchait pour la première fois, agrippée aux barrières du lit, respirant trop vite, les yeux écarquillés de peur. Leora s'assit à côté d'elle, lui prit la main et la guida à travers des exercices de respiration avec une autorité calme. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Vous y arrivez. Votre corps sait quoi faire. La respiration de la femme se stabilisa et elle serra la main de Leora en signe de remerciement. Plus tard, dans la salle de pause, l'une de ses collègues secoua la tête avec admiration. « Leora, tu es toujours si calme. Rien ne te perturbe. Où as-tu appris à être comme ça? » Leora marqua une pause, la main posée sur sa tempe, comme si elle se souvenait de quelque chose de lointain. « Juste une bonne formation, je suppose, » répondit-elle doucement, avant de se retourner pour ranger le chariot de médicaments. Ce que Madame Chen ignorait, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que les mains douces qui l'examinaient avaient autrefois manipulé les substances les plus mortelles au monde. Il y a 6 ans, Leora Bennett ne portait pas de blouse. Elle portait un équipement tactique et travaillait dans une installation classifiée qui n'apparaissait sur aucun organigramme gouvernemental. La division de réponse aux toxines, une petite unité d'élite chargée d'identifier, de neutraliser et de répondre aux menaces chimiques et biologiques qui empêchaient la plupart des gens de dormir la nuit. Le rôle de Leora était unique, presque impossible à expliquer à des personnes extérieures. Elle avait un odorat hypersensible, capable d'identifier des composés chimiques à partir de leur odeur seule, à des concentrations de l'ordre de quelques parties par milliard. Alors que les autres analystes s'appuyaient sur des capteurs et des équipements de laboratoire, Leora pouvait entrer dans une pièce et dire si du gaz sarin y avait été présent 3 heures plus tôt. Elle pouvait sentir les organophosphates, les agents neurotoxiques, les toxines synthétiques qui n'avaient rien à faire en dehors des laboratoires. Ses instructeurs appelaient cela un don. Leora appelait cela une malédiction qu'elle avait appris à contrôler. Il y avait une mission dont son équipe parlait encore. L'entrepôt à Berlin où les renseignements suggéraient la présence d'une cache d'armes chimiques. Les capteurs ne montraient rien.
L'équipement leur donnait le feu vert. Mais Leora s'était arrêtée à l'entrée, le nez légèrement levé, les pupilles dilatées. Du sarin, avait-elle dit, des traces, déployées récemment, peut-être 6 heures auparavant. Ils avaient immédiatement évacué les lieux. Des équipes spécialisées sont intervenues en suivant tous les protocoles de sécurité. Elle avait vu juste. Ce jour-là, elle avait sauvé 12 vies, y compris la sienne. Son instructeur lui avait ensuite pris l'épaule et lui avait dit « Bennett, tu as le meilleur nez que nous ayons jamais eu. Tu es irremplaçable. Mais irremplaçable ne signifie pas incassable. » Le point de rupture est survenu en Europe de l'Est lors d'une mission qui hante encore ses rêves. Les services de renseignement avaient signalé une attaque à l'arme chimique. Mais lorsque l'équipe de Leora est arrivée, il était déjà trop tard. Un hôpital pour enfants, un réseau d'approvisionnement en eau contaminée, des dizaines d'enfants touchés avant que quiconque ne réalise ce qui se passait. Leora avait travaillé pendant 18 heures d'affilée pour identifier le composé, aider les médecins à comprendre les protocoles de traitement, faire tout ce pour quoi sa formation l'avait préparée. Mais elle n'avait pas pu tous les sauver. Elle avait tenu dans ses bras une fillette de 7 ans dans ses derniers instants. Une enfant dont elle n'a jamais su le nom, mais dont elle n'oubliera jamais le visage. Toutes ses compétences, toute sa formation, tous ses talents irremplaçables. Inutile à ce moment-là. La fillette est morte dans ses bras et quelque chose en Leora est mort avec elle. 2 semaines plus tard, Leora a remis sa démission. Ses supérieurs ont tout essayé pour la faire changer d'avis. Ils lui ont proposé des promotions, de meilleures affectations, plus de ressources. Mais la décision de Leora était définitive. « Je ne peux plus faire ça, leur dit-elle. Je veux sauver des vies, pas nettoyer la mort. Je veux soigner, pas chasser. » Ses derniers mots en quittant l'établissement furent simples. « Je veux soigner, pas chasser. » Pendant 5 ans, elle trouva la vie tranquille dont elle rêvait. Le métier d'infirmière lui donna un but sans le poids de la sécurité nationale sur les épaules. Elle pouvait tenir des mains au lieu d'armes. Elle pouvait soulager la douleur au lieu de l'analyser. Elle avait enfoui son passé si profondément qu'elle en oubliait parfois qu'il avait existé. Ce soir-là, Leora a pointé pour son service de nuit et a été affectée à la maternité, son service préféré. Une nouvelle vie, de l'espoir, le début d'une famille plutôt que sa fin. Elle marchait dans le couloir, vérifiant les chambres, saluant les futures mères, l'esprit paisible et présent. Mais quelque chose a changé. Une étrange tension s'est installée dans son corps. Un picotement à la base de son crâne qu'elle n'avait pas ressenti depuis 5 ans. Son instinct, longtemps endormi, a commencé à lui murmurer. Elle s'est arrêtée en plein milieu d'un pas, a respiré profondément, a essayé de se débarrasser de cette sensation. Un collègue qui passait par là l'a remarqué. « Ça va, Leora? » Leora a esquissé un sourire. Oui, ce n'était rien. Mais son regard s'est posé au bout du couloir et le malaise ne la quittait pas. Si vous ne supportez pas les gens qui abusent de leur pouvoir pour faire du mal à des innocents, commentez « Plus de vengeance pour l'instant. » Car que va-t-il se passer dans ce couloir? Cela va prouver que le mal ne gagne pas quand les gens bienveillants regardent. Dans 15 minutes, toutes les compétences qu'elle avait essayé d'oublier allaient lui revenir en mémoire. Et le choix qu'elle allait devoir faire serait le plus violent de toute sa vie. 3 personnes, 3 chemins différents, un couloir, un moment qui allait tout changer. L'amiral Frank Gates se gara sur le parking de l'hôpital. Ses mains serraient si fort le bouquet de roses et blanches que quelques pétales tombèrent. Il envoya un SMS à Lenora avec ses pouces tremblants. « Je suis en route, mon amour. Contactez-moi dans 15 minutes. » Au 5e étage, le docteur Malcolm Reeves regarda sa montre pour la 3e fois en quelques minutes. Il fléchit la main droite, sentant le gel toxique invisible se répandre dans sa paume. Il prit des respirations lentes et mesurées, comme le font les chirurgiens avant de pratiquer la première incision. Calme, contrôlé, mortel. Dans le service de maternité, l'infirmière Leora Bennett finit de vérifier les signes vitaux d'une patiente, mais le sentiment de malaise qu'elle ressentait s'était transformé en quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Quelque chose n'allait pas. Elle ne savait simplement pas encore quoi. Gates franchit l'entrée principale de l'hôpital, rayonnant d'espoir à chaque pas. Il s'approcha du bureau de la réceptionniste, peinant à contenir son sourire. « L'aile maternité, s'il vous plaît. » La jeune femme derrière le comptoir lui sourit. Ce sourire que l'on adresse au père nerveux et lui indiqua les ascenseurs. 4e étage,
Félicitations. Gates se mit presque à courir. En traversant les couloirs, il croisa d'autres familles. Un père tenant ses jumeaux dans ses bras à travers la vitre de la nurserie. Une grand-mère versant des larmes de joie. Un jeune couple s'entraînant à respirer dans la salle d'attente. Gates leur sourit à tous. Il faisait partie de ce moment universel où une nouvelle vie venait au monde. Son téléphone sonna. « Lenora, comment te sens-tu » demanda-t-il, la voix serrée par l'émotion. « J'ai peur, je suis excité. J'ai besoin de toi ici, Frank. » Sa voix était tendue, mais pleine d'amour. « Je suis à 2 minutes. Je t'aime, » dit-il avant de raccrocher et d'accélérer le pas, son esprit répétant déjà ce qu'il dirait à sa fille. « Bonjour, Clara. Je suis ton papa. Je suis désolé d'avoir fait attendre ta maman et toi, mais je suis là maintenant. Je suis là. » Il tourna au coin du couloir menant à la maternité, tout son corps vibrant d'anticipation. Pendant ce temps, le docteur Malcolm Reeves se tenait dans ce même couloir, son téléphone affichant les images d'une caméra de sécurité montrant les portes d'entrée du bâtiment. Son visage restait parfaitement calme, mais à l'intérieur, une froide satisfaction s'épanouissait. 8 ans. 8 ans d'attente. Ce soir, justice sera faite. Il glissa le téléphone dans sa poche et se mit en position, faisant semblant de consulter un bloc-notes. Il savait exactement où Gates allait passer. Il avait étudié ce couloir pendant des mois, chronométré le trafic piétonnier, identifié l'endroit idéal. Il vérifia une dernière fois la paume de sa main. Le poison était invisible, indétectable, parfait. Il leva les yeux et vit Gates tourner au coin, des fleurs à la main, le visage rayonnant d'espoir. Reeves afficha son sourire le plus chaleureux et le plus professionnel, le sourire d'un PDG attentionné accueillant un invité d'honneur. 10 secondes avant le contact. Puis Leora se figea. Elle se dirigeait vers le poste des infirmières quand cela la frappa. Une sensation si faible que la plupart des gens ne l'auraient jamais remarqué. Mais Leora n'était pas comme la plupart des gens. Métallique, organique, anormal. Ses pupilles se dilatèrent involontairement. Sa respiration changea sans qu'elle en ait conscience. 5 années de paix s'effondrèrent en un instant, tandis que son entraînement reprenait vie. Elle entra dans le couloir, le nez légèrement levé, asselant les composés. L'odeur était plus forte ici. Ses yeux balayèrent le couloir et se fixèrent sur 2 hommes. L'un marchait avec des fleurs et semblait joyeux. L'autre se tenait immobile avec un bloc-notes et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Son esprit passa en mode d'évaluation rapide. Le genre d'analyse instantanée qui avait sauvé son équipe à Berlin. Base organophosphoré. Non, composé synthétique. Définitivement synthétique. Poison de contact à absorption. Dose mortelle. Il fallait agir en quelques secondes, pas en quelques minutes. Elle regarda avec horreur l'homme au bloc-notes, le PDG, qu'elle reconnaissait maintenant, tendre la main vers l'amiral. Elle vit Gates commencer à tendre la main. Cette poignée de main confiante entre 2 inconnus sur le point de sceller une condamnation à mort. La voix de son instructeur résonna dans sa mémoire. « Tu auras quelques secondes, pas quelques minutes. Fais confiance à ton instinct. » Elle calcula la distance. 15 mètres. Trop loin pour crier et être entendue à temps. Trop loin pour expliquer. Même si elle criait « Arrêtez !», la poignée de main serait terminée avant que quiconque ne comprenne ses mots. Il ne restait qu'une seule option. La plus violente, la seule possible. Le corps de Leora bougea avant même que son esprit conscient n'ait fini son calcul. Elle se précipita en avant, les jambes battant l'air, le cœur battant à tout rompre. 6 mètres, 4,5 mètres, 3 mètres. Elle pouvait désormais voir le poison sur la paume de Reeves. Pas visuellement, mais elle savait qu'il était là. Elle pouvait sentir son odeur moléculaire devenir plus forte à chaque pas. Dans 5 secondes, l'infirmière Leora Bennett allait commettre un acte qui allait la faire arrêter, enquêter et changer à jamais les soins de santé. Parce que parfois, la seule façon de sauver une vie est de donner un coup de poing. Le temps semblait s'effondrer sur lui-même, alors que tout ralentissait jusqu'à s'arrêter. L'amiral Frank Gates marchait dans le couloir avec un sourire si chaleureux et sincère qu'il aurait pu faire fondre la glace, sans se douter que la mort l'attendait pour lui serrer la main. Le docteur Malcolm Reeves se tenait parfaitement en position, son expression calculée au millimètre près, sa main droite tendue vers l'extérieur dans ce qui semblait être un geste de respect et de félicitation. « Amiral Gates, quel honneur! » « Félicitations. »
La voix de Reeves résonna dans le couloir. Amical et professionnel, Gates commença à tendre la main. Cette réaction automatique était inculquée à tous les officiers militaires dès leur premier jour. Les deux mains se rapprochèrent dans les airs, comblant la distance centimètre par centimètre. 12 centimètres, 10 centimètres, 7 centimètres. À 6 mètres de distance, Leora Bennett courait de toutes ses forces. Son visage était un masque de détermination mêlé de terreur. Ses jambes bougeaient à toute vitesse, son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Son monde entier s'était réduit à ses deux mains sur le point de se toucher. Poison par contact. Taux d'absorption dans le sang, 8 secondes. Pas le temps d'expliquer. Pas le temps de suivre le protocole. Il meurt ou j'agis. Choisis. Des fragments de mémoire défilèrent dans son esprit en quelques microsecondes. Le visage sévère et intransigeant de son instructeur. L'hésitation tue. L'enfant mourant en Europe de l'Est, ses compétences inutiles, son échec total, son sommant d'infirmière résonnant dans ses oreilles. D'abord ne pas nuire, puis la terrible prise de conscience qui brisa tout ce qu'elle croyait de savoir. Parfois le mal empêche un mal plus grand, ses pupilles se dilatèrent. Tous les muscles de son corps se tendirent pour l'impact. Elle était à 4,5 mètres, puis à 3 mètres. Les mains étaient désormais à 5 centimètres l'une de l'autre, sur le point de se toucher. Elle n'allait pas y arriver à temps, à moins que le temps ne revienne à sa vitesse normale avec la force d'un coup de feu. Le poing de Leora frappa la mâchoire de l'amiral Gates avec une force brutale et choquante. Le bruit de l'impact résonna dans le couloir, chair contre os, indéniable et violent. Gates tituba en arrière, son épaule heurta le mur, sa main se porta à son visage dans la confusion et la douleur. Les fleurs se dispersèrent sur le sol. Contamination toxique. Ne le touchez pas. Ne touchez pas le PDG. La voix de Leora était rauque, désespérée, plus forte qu'elle n'avait jamais crié de sa vie. Le visage de Reeves se transforma en 3 secondes. D'abord le choc, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, puis la fureur, la mâchoire serrée, les yeux plissés, puis la peur. Une peur animale pure lorsqu'il comprit ce qui se passait. Les alarmes de sécurité se mirent à retentir dans tout l'hôpital. Les marines de la sécurité de Gates accoururent des deux côtés. Leurs mains cherchèrent des armes qu'ils ne portaient pas dans un hôpital civil. Les médecins et les infirmières affluèrent dans le couloir depuis toutes les salles, attirés par les cris et les bruits de violence. Les agences de sécurité plaquèrent Leora au sol, son corps heurta violemment le sol, mais elle continua à crier même avec un genou dans le dos. Testez sa main. Le PDG, testez sa paume pour détecter la présence de poison, s'il vous plaît. Vous devez le tester. Gates était maintenant allongé sur le sol, une main sur la mâchoire, l'autre appuyée contre le mur, les yeux hagards et confus. « Que se passe-t-il, bon sang ?» cria-t-il en regardant tour à tour Leora et Reeves, essayant de comprendre un monde qui avait basculé dans le chaos en l'espace de 5 secondes. Un lieutenant de marine attrapa Reeves par le bras, le serrant fermement. « Monsieur, je vous demande de rester exactement où vous êtes. » Reeves secoua son bras, indigné et désespéré. « Lâchez-moi, je suis le PDG de cet hôpital. Elle est folle, elle vient d'agresser un amiral. Équipe hazmat au 4e étage. Contamination possible. » Quelqu'un criait au téléphone. Leora était désormais menottée. Son visage était plaqué contre le sol froid de l'hôpital. Des larmes coulaient sur ses joues, mais elle ne s'arrêtait pas. Sa paume droite. Testez sa paume droite. Contact avec un poison. Composé synthétique. Dose mortelle, s'il vous plaît. Reeves essaya d'essuyer sa main sur son manteau. Le lieutenant des marines lui attrapa le poignet en plein mouvement. « Monsieur, ne bougez pas. Personne ne bouge tant que nous ne savons pas ce qui se passe ici. » L'administrateur de l'hôpital arriva en courant dans le couloir, le visage rouge. Sa cravate vous a demandé. Que quelqu'un explique la situation. Que se passe-t-il dans mon hôpital? Gates se releva, tenant toujours sa mâchoire là où Leora l'avait frappé. Il regarda cette infirmière qu'il n'avait jamais vue auparavant, désormais menottée et en pleurs sur le sol, continuant à crier qu'il s'agissait d'un poison. Il regarda Reeves, le PDG de l'hôpital, debout, raide, un marin lui tenant le bras. Et il regarda sa propre main, celle qui, quelques secondes auparavant, s'était tendue pour serrer celle de Reeves.
Tout s'était passé si vite, trop vite pour qu'il puisse comprendre. Dans 60 secondes, un test prouverait si Leora était une héroïne ou si elle venait de mettre fin à sa carrière en agressant un amiral pour rien. L'équipe de décontamination arriva en quelques minutes, leurs pas résonnant lourdement dans le silence qui s'était abattu sur le couloir. Des hommes et des femmes en tenue de protection complète se déplaçaient avec une efficacité rodée, transportant du matériel de test qui semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. L'un d'eux s'approcha du Dr. Reeves, qui était toujours fermement maintenu par le lieutenant des Marines. « Monsieur, je dois prélever un échantillon sur votre paume droite », dit calmement le technicien. Reeves recula brusquement. « C'est absurde. Je vous demande de me lâcher. Je vais poursuivre cet hôpital en justice. Je vais vous poursuivre tous en justice. Elle a agressé un amiral. Elle est clairement instable mentalement. » Mais le Marine ne relâcha pas son étreinte et le technicien en tenue de protection s'avança quand même, prélevant soigneusement un échantillon sur la paume de Reeves tandis que celui-ci protestait. Ils installèrent le kit de test sur une table portable que quelqu'un avait amené dans le couloir. Réactifs chimiques, bandelettes réactives, analyseur portable. Un autre technicien examina l'amiral Gates, prélevant un échantillon sur sa main pour vérifier s'il y avait eu transfert de substance. Rien. Leora avait arrêté la poignée de main à Tim. Leora resta sur le sol menotté, observant chaque mouvement avec une intense concentration, sa respiration encore saccadée par l'effort et l'adrénaline. Le chef de la sécurité se tenait au-dessus d'elle, le visage empreint d'inquiétude et de suspicion. « Madame, dit-il doucement, vous feriez mieux d'espérer avoir raison. » Le technicien en protection contre les matières dangereuses annonça. 9 secondes pour les résultats préliminaires. Que tout le monde reste où il est. Ces 90 secondes semblaient durer des heures. Le couloir était rempli de monde. Le personnel médical, les agents de sécurité, les marines, les curieux se tenaient à distance, mais tout le monde était silencieux, attendant, observant. Les seuls sons étaient le léger bip de l'équipement de test et la respiration laborieuse de Reeves. L'administrateur de l'hôpital rompit finalement le silence, s'avançant vers Leora, assise et menottée sur le sol. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Pourquoi une infirmière connaîtrait-elle les poisons? Pourquoi auriez-vous même pensé à en chercher? » La voix de Leora tremblait, mais elle le regarda dans les yeux. « Je m'appelle Leora Bennett. Avant d'être infirmière, je travaillais pour une division classifiée chargée de la lutte contre les toxines pour le gouvernement. Je ne peux pas tout vous dire, mais je peux vous dire ceci. Je peux identifier les composés chimiques à leur odeur. C'est ce qu'on appelle l'hyperosmie, combiné à une formation spécialisée. » Elle prit une inspiration, s'observant. « J'ai senti un composé organophosphoré avec un transporteur synthétique, un système de diffusion par contact, une dose mortelle. Je l'ai reconnu dès que je suis entré dans ce couloir. » L'amiral Gates, toujours assis contre le mur, tenant sa mâchoire, la regardait avec des yeux écarquillés. « Vous m'avez sauvé la vie. » Le visage de Leora se crispa légèrement. « Je ne voulais pas vous frapper, monsieur. Je n'avais pas le choix. Je suis vraiment désolé. » Il n'y avait pas le temps d'expliquer. Le lieutenant des Marines avait son téléphone à l'oreille et parlait à voix basse à quelqu'un à l'autre bout du fil. Au bout d'un moment, il leva les yeux, son expression passant du scepticisme à la surprise. « Monsieur, dit-il à Gates, son histoire est véridique. Le ministère de la Défense confirme ses antécédents. Division de lutte contre les toxines. Licenciée avec les honneurs il y a 6 ans. » Elle dit la vérité. La tension dans le couloir s'est instantanément dissipée. Les visages qui regardaient Leora avec suspicion affichaient désormais de la confusion, de l'inquiétude et une prise de conscience naissante. Si elle disait la vérité sur son passé, disait-elle aussi la vérité sur le poison? Le technicien en matière dangereuse qui examinait la bandelette réactive s'est soudainement figé. Son visage a changé. « Oh mon Dieu » a-t-il murmuré. Tout le monde s'est tourné vers lui. « Nous avons un résultat positif » a-t-il dit d'une voix plus forte. « Composé synthétique officiel inconnu hautement toxique. Cette substance aurait été mortelle au contact. » Un halètement collectif parcourut le couloir. Chaque visage traita l'information à une vitesse différente. L'expression de Gates passa de la confusion au choc, puis à une profonde prise de conscience. Cette femme lui avait en fait sauvé la vie. Le visage de Leora affichait un soulagement pur.
Des larmes coulaient librement maintenant que le poids de ce qui aurait pu arriver s'abattait sur elle. Et Reeves. Son visage perdit toute couleur, devenant gris cendré, alors que son monde s'écroulait autour de lui. La voix de l'administrateur de l'hôpital tremblait. « Appelez la police! Appelez le FBI! Verrouillez cet hôpital! Personne ne quitte cet étage! » Les Marines entourèrent immédiatement Reeves, leur attitude passant de la retenue à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Le chef de la sécurité s'agenouilla et retira les menottes de Leora avec des mains qui tremblaient légèrement. « Madame, dit-il doucement, je vous présente mes excuses. » Reeves passa alors à l'action, soudainement et désespérément. Il tenta de s'enfuir, de courir vers la cage d'escalier, mais il fit à peine 3 pas avant que 2 Marines ne le plaquent au sol. Il heurta violemment le sol et quelque chose en lui sembla se briser. Pas son corps, mais son contrôle. Vous ne comprenez pas. Il hurla depuis le sol, la voix rauque après 8 ans de rage refoulée. Il a tué ma famille. Il a détruit tout ce que j'avais. Gates se releva péniblement, perplexe. « Quoi? Je ne vous connais même pas. »« Patrick Kane, » hurla Reeves tandis que les Marines le relevaient. « David Reeves, vous avez envoyé mon frère en prison. Vous avez tué mon cousin. Vous avez détruit ma mère. Vous m'avez tout pris. » Le lien s'est fait dans l'esprit de Gates. Son visage a montré qu'il comprenait. « L'opération Kane, il y a 8 ans. Vous êtes de la même famille qu'eux. » Reeves s'effondrait complètement maintenant. Des larmes se mêlaient à la rage sur son visage. Il était tout ce que j'avais. Mon frère était tout ce que j'avais. Et vous me l'avez pris. Vous me l'avez pris et vous ne vous en souvenez même pas. Vous ne saviez même pas qui j'étais. Les sirènes de police retentissaient au loin, se rapprochant. Les agents fédéraux allaient bientôt arriver. Mais Reeves continuait de parler, les aveux jaillissant de lui comme du poison d'une blessure. J'ai attendu 8 ans. 8 ans. J'ai planifié chaque détail. C'était parfait. C'était de la justice. Il tourna la tête pour lancer un regard plein de haine à Leora. Et elle a tout gâché. Si vous défendez la justice, cliquez sur « J'aime » dès maintenant. Leora prouve simplement qu'une seule personne attentive peut mettre fin au mal. Commentez « Les héros étaient des minables ». Si cela vous a donné des frissons, sachez que les agents fédéraux sont arrivés et ont placé Reeves en garde à vue, lui lisant ses droits avant de l'emmener. Mais ces aveux n'étaient qu'un début, car lorsqu'ils ont fouillé son bureau, ils ont découvert une conspiration bien plus profonde que quiconque ne l'aurait imaginé. Les agents du FBI ont débarqué dans le bureau du Dr. Malcolm Reeves au 5e étage en moins d'1 heure, agissant avec la précision méthodique que leur confère des années d'enquête sur des criminels qui se croient plus malins que tout le monde. Un agent a ouvert un tiroir fermé à clé et s'est immédiatement arrêté, le visage figé. « Tu dois voir ça », a-t-il dit à son partenaire. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, méticuleux, obsessionnel. 8 années de planification, soigneusement écrites à la main. Des pages et des pages montrant l'emploi du temps de l'amiral Gates sur plusieurs mois. Des photos de Gates quittant la base navale de Lenora pour se rendre à des rendez-vous médicaux à l'hôpital même. Des formules chimiques écrites avec une notation précise. Des instructions pour la synthèse de poisons copiées à partir de sources que le FBI allait plus tard retrouver dans les recoins les plus sombres d'Internet. Mais la découverte la plus troublante était cachée dans une armoire derrière un faux panneau. Un équipement complet pour la synthèse chimique. Des bières, des composés, du matériel de laboratoire qui n'avait rien à faire dans le bureau du PDG d'un hôpital. Il fabriquait lui-même le poison, a déclaré l'agent, photographiant tout ici même, à l'hôpital, sous le nez de tout le monde. Derrière un tableau accroché au mur, ils ont trouvé un calendrier. Chaque étape de son plan était planifiée comme une opération militaire depuis 8 ans. Le docteur Malcolm Reeves menait une double vie. PDG respectait le jour, soignant les malades et dirigeant une institution charitable. Il était un meurtrier obsessionnel en attente la nuit, planifiant la vengeance parfaite. L'équipe d'experts en informatique légale a récupéré l'ordinateur portable de Reeves et a commencé à fouiller. En quelques minutes, ils avaient ce dont ils avaient besoin. Nous avons des emails, des achats sur le dark web, des transactions en Bitcoin. L'écran affichait des communications avec des fournisseurs de produits chimiques illégaux, opérant dans des pays sans traité d'extradition. L'historique des achats révélait des composés rares, du matériel de synthèse, des instructions détaillées pour créer des poisons de contact
qui n'apparaîtraient pas sur les tests toxicologiques standards. Il a dépensé plus de 40 000 $ pour cette opération, indiquait le texte, en faisant défiler les enregistrements des transactions. Lorsqu'ils ont recoupé ces informations avec les registres financiers de l'hôpital, la source est apparue clairement. Il avait détourné l'argent, prélevé sur les fonds opérationnels de l'hôpital pendant 3 ans, en quantité suffisamment faible pour ne pas déclencher d'audit. Ajoutez le détournement de fonds et la fraude au chef d'accusation, a déclaré l'agent principal du FBI en prenant des notes. Les preuves s'accumulaient. Reeves avait fait des recherches obsessionnelles sur la famille de Gates pendant 2 ans, avant même que la grossesse ne soit annoncée. Il avait suivi les traitements de fertilité de Lenora, accédant d'une manière ou d'une autre à des dossiers médicaux privés. Il était au courant de la grossesse avant la plupart des amis de Gates. Les images de vidéosurveillance ont révélé une histoire encore plus troublante. Le FBI a récupéré les enregistrements des 6 derniers mois et a découvert Reeves en train de s'entraîner. Il s'était positionné à plusieurs reprises dans ce couloir précis, chronométrant son emplacement, mesurant les distances, calculant à quel moment l'aile maternité serait suffisamment fréquentée pour paraître naturelle, mais pas assez pour perturber son plan. Les images enregistrées plus tôt dans la soirée le montraient dans les toilettes de l'hôpital, appliquant soigneusement le poison sur sa paume, vérifiant sa montre, attendant le SMS qui lui indiquerait que Gates était arrivé. L'élément le plus accablant était horodaté à 19h42 exactement. Reeves recevait un SMS sur son téléphone, le lisait et quittait immédiatement son bureau pour se positionner dans le couloir. Un meurtre prémédité au premier degré, sans aucun doute. Mais la découverte la plus effrayante de l'enquête a eu lieu lorsque les agents ont ouvert un autre classeur verrouillé. À l'intérieur se trouvaient 3 dossiers contenant chacun des informations détaillées sur différentes personnes, 2 autres officiers militaires qui avaient participé à l'opération Kane et le procureur fédéral qui avait traité l'affaire de son frère. Des plans partiels, différentes méthodes, des recherches détaillées, aucun d'entre eux n'avait encore été exécuté, mais ils étaient clairement en cours d'élaboration. Ils n'allaient pas s'arrêter à Gates, a déclaré l'agent du FBI en posant les dossiers sur une table. Ce n'était que le début. Leora a été informée de ses découvertes dans une salle de conférence calme. Son visage est devenu grave tandis qu'elle assimilait ce qu'elle entendait. « Combien de vies ?» a-t-elle murmuré. « Combien de personnes ?» L'amiral Gates arriva au centre de commandement mobile du FBI, la mâchoire encore meurtrie à l'endroit où Leora l'avait frappé. « Je veux tout savoir », exigea-t-il. L'agent responsable le regarda avec une sorte de sympathie. « Amiral, vous étiez le premier sur sa liste, mais pas le dernier. Si cette infirmière ne l'avait pas arrêté ce soir, nous pensons qu'il se serait attaqué à ses autres cibles dans les 6 prochains mois. » Le visage de Gates reflétait le poids de cette prise de conscience. Il ne s'agissait pas seulement d'une vengeance personnelle. C'était un complot de meurtre en série qui se préparait depuis des années. Et une femme dotée d'un don pour sentir le danger avait tout arrêté. Pendant que le FBI montait son dossier, l'amiral Gates ne pouvait s'empêcher de penser à la femme qui lui avait sauvé la vie. Et ce qu'il s'apprêtait à faire pour elle allait tout changer. À 3 heures du matin, Leora Bennett était assise seule dans la salle de pause de l'hôpital, toujours vêtue de sa blouse. Celle-ci était déchirée au niveau du genou, là où les agents de sécurité l'avaient plaquée au sol et tachée de sueur et des traces du chaos de la nuit. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tenait une tasse de café depuis longtemps refroidie. Elle fixait ses mains, les mains qui avaient frappé un amiral et se murmura « Je l'ai frappé. J'ai vraiment frappé un amiral. » Un coup à la porte la fit sursauter. L'amiral Frank Gates entra dans la pièce, la mâchoire visiblement meurtrie à l'endroit où son poing l'avait frappé. Leora se leva immédiatement. « Monsieur, je suis vraiment désolé. » Gates leva la main, l'interrompant gentiment. « Arrêtez, s'il vous plaît. » Il s'assit en face d'elle, non pas en tant qu'amiral face à une subordonnée, mais en tant qu'être humain face à un autre. « Vous m'avez sauvé la vie ce soir, infirmière Bennett. » Les larmes de Leora commencèrent alors à couler, l'adrénaline s'estompant enfin, ne laissant place qu'à l'émotion brute qui se cachait derrière. Je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas expliquer. J'ai juste réagi. Gates se pencha en avant, la voix calme et sincère. Vous avez fait la chose la plus difficile qui soit. Vous avez fait confiance à votre formation, alors que tout le monde vous disait que vous étiez folle.
Alors que le protocole vous disait d'attendre, de poser des questions, de suivre les procédures appropriées, vous avez ignoré tout cela parce que vous saviez ce qui était juste. J'avais peur de me tromper, dit Leora, la voix brisée. Et si je m'étais trompé? Et s'il n'y avait pas de poison et que je vous avais agressé pour rien? Mais vous ne vous êtes pas trompé, dit simplement Gates. Et grâce à vous, je vais pouvoir rencontrer ma fille. Il fit une pause et ses mots suivants eurent encore plus de poids. Lenora a eu des complications ce soir. Accouchement à haut risque. Ils ont dû pratiquer une césarienne d'urgence. J'étais peut-être le seul membre de la famille qui pouvait être là. Tu comprends ce que je te dis? Les yeux de Leora s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit pleinement ce qu'elle avait empêché. Il ne s'agissait pas seulement de la vie de Gates. Il s'agissait d'un père présent pour le premier souffle de son enfant. C'était une mère à haut risque qui n'avait pas à affronter seule le moment le plus effrayant de sa vie. Vous ne m'avez pas seulement sauvé, poursuivit Gates, la voix chargée d'émotion. Vous avez sauvé la chance pour ma fille de connaître son père. Vous avez sauvé ma femme de me perdre lors de ce qui aurait dû être la nuit la plus heureuse de sa vie. Ils restèrent assis un long moment, accablés par le poids de cette vérité. Finalement, Leora prit la parole. J'ai quitté mon ancienne vie parce que j'étais fatigué de la mort. Je voulais soigner les gens, pas traquer les menaces. La réponse de Gates fut immédiate. Vous avez soigné. Vous avez soigné l'avenir de ma famille. 2 heures plus tôt, alors que Leora était menottée dans le couloir et que les agences du FBI envahissaient le bâtiment, Lenora Gates se trouvait dans une salle d'accouchement, luttant pour sa vie et celle de ses bébés. Les médecins avaient pris leur décision. Césarienne d'urgence. Complications croissantes. Le temps presse. Où est-ce Frank? Lenora avait crié à travers la douleur. Où est-ce mon mari? Une infirmière s'était précipitée avec des nouvelles. Il arrive. Il y a eu un incident, mais il est sain et sauf. Il est en route. Et puis, la petite Clara était née. Son premier cri a rempli la salle d'accouchement au moment où Gates a franchi les portes en courant. La mâchoire meurtrie, toujours escortée par les agents du FBI qui l'avaient autorisé à entrer. Il a vu sa fille pour la première fois et tout le reste, le poison, l'enquête, le chaos ont disparu. Une pure transcendance a envahi son visage. Lenora, épuisée et en larmes, l'a regardé et lui a dit « Tu as réussi, tu as tenu ta promesse. » Gates avait pris Clara dans ses bras, ce petit miracle qu'ils avaient attendu pendant 10 ans, et avait murmuré « J'ai failli ne pas le faire. Quelqu'un s'est assuré que je le fasse. » De retour dans la salle de pause, Gates a sorti son téléphone et a montré à Leora une photo de la petite Clara, émaillotée et dormant paisiblement. « C'est elle que tu sauves ce soir, Clara Hope. » Gates, Leora toucha l'écran avec des doigts tremblants. Les larmes coulaient maintenant librement. Quelque chose avait changé en elle. Une prise de conscience qui s'était développée depuis le moment où elle avait senti ce poison. Je pensais avoir laissé derrière moi le fait de sauver des vies lorsque j'avais quitté mon ancien travail. Mais ce n'était pas le cas. J'avais simplement changé ma façon de le faire. Gates se préparait à partir. Pas à partir, mais il dit alors, « Le conseil d'administration de l'hôpital souhaite vous rencontrer demain. » La peur traversa le visage de Leora. « Est-ce que je vais être licencié? » Gates sourit, le premier vrai sourire depuis son arrivée. « Je pense que c'est tout le contraire. Mais je les laisserai vous le dire. » Il tendit la main. Cette fois, c'était un geste d'amour. Sûr et propre. Ils se serrèrent la main correctement. La poignée de main qui aurait dû avoir lieu dans ce couloir, celle qui l'aurait tué si Leora n'était pas intervenue. « Merci, Leora, » dit Gates doucement. « Pour ma vie, pour ma famille, pour tout. Si ce moment vous a touché droit au cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir que les gens bien finissent toujours par gagner. Commentez, foi restaurée. Si Leora et Gates viennent de vous rappeler pourquoi nous nous battons pour ce qui est juste, ce que le conseil d'administration de l'hôpital s'apprêtait à offrir à Leora, ce n'était pas seulement un emploi. C'était une révolution. Et l'amiral Gates, il était sur le point de s'assurer que tous les hôpitaux américains tirent les leçons de ce qui s'était passé cette nuit-là. Le lendemain matin, Leora Bennett était assise dans une salle de conférence, vêtue d'une tenue professionnelle qu'elle avait empruntée à un collègue, les mains jointes sur ses genoux pour les empêcher de trembler. En face d'elle se trouvait le conseil d'administration de l'hôpital, des administrateurs et une équipe d'avocats
dont les expressions ne trahissaient rien. La présidente du conseil, une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux grisaciers, prit la parole en premier. Mademoiselle Bennett, hier soir, vous avez commis une agression dans l'enceinte de l'hôpital. Le cœur de Leora se serra. Ça y était. Elle allait être licenciée, peut-être arrêtée, et son permis d'exercer la profession d'infirmière révoqué. Vous avez également empêché un meurtre, révélé des failles catastrophiques dans la sécurité et sauvé la vie d'un officier militaire décoré. La présidente du conseil fit une pause, laissant ses paroles faire leur effet. Nous avons une proposition à vous faire. Leora leva les yeux, le visage empreint à la fois de confusion et d'espoir. Un membre du conseil se pencha en avant. Nous n'avons jamais connu une situation comme celle-ci, et nous ne voulons plus jamais la revivre. Le président du conseil d'administration poursuivit. Nous créons un nouveau poste, celui de directeur de la sécurité et de l'évaluation des menaces. Quoi? Murmura Leora. L'explication ne se fit pas attendre. Révision complète du protocole de sécurité de l'hôpital. Formation du personnel à la détection des menaces, mise en place de systèmes de dépistage chimique et biologique. Pouvoir d'arrêter toute procédure si la sécurité était compromise. Augmentation substantielle du salaire. Et puis, le rebondissement. Ce poste avait été proposé et partiellement financé par l'amiral Gates. Leora était visiblement sous le choc. C'est lui qui a fait cela. L'avocat acquiesça. Il s'est également assuré que vous ne feriez l'objet d'aucune poursuite pénale. Légitime défense et défense d'autrui. Tout a déjà été réglé. Ce que Leora ignorait, c'est que 12 heures plus tôt, alors qu'elle était assise seule dans la salle de pause, l'amiral Gates avait participé à une conférence téléphonique avec des responsables du Pentagone et le conseil d'administration de l'hôpital pour la défendre. Son argumentation avait été directe et percutante. Nous dépensons des milliards pour la sécurité physique, les armes, les bombes, les détecteurs de métaux, mais les menaces chimiques et biologiques dans les établissements de santé civile étaient complètement ignorées. Il avait proposé d'utiliser Leora comme étude de cas, un programme modèle dans cet hôpital qui pourrait être étendu à toutes les installations militaires adjacentes et, à terme, aux hôpitaux civils de tout le pays. Lorsqu'un général du Pentagone avait remis en question le coup, Gates n'avait pas reculé. Je veux que nous financions la prévention des menaces. Cette infirmière a des compétences qui m'ont sauvé la vie. Combien d'autres menaces nous échappent actuellement? Parce que nous n'avons pas de personne comme elle pour y prêter attention. Gates avait mis son argent là où était sa conviction. Une subvention personnelle de 500 000 $ pour établir ce qu'il appelait déjà le protocole Bennett. Le conseil d'administration en avait immédiatement compris la valeur. Les relations publiques à elles seules valaient des millions, mais les améliorations réelles en matière de sécurité pouvaient sauver d'innombrables vies. L'argument final de Gates avait scellé l'affaire. Elle m'a frappé pour me sauver la vie. Le moins que je puisse faire, c'est m'assurer qu'elle puisse sauver d'autres personnes. De retour dans le présent, Leora réfléchissait à l'offre, l'esprit en ébullition. J'ai quitté mon ancienne vie parce qu'elle tournait autour de la mort. On dirait que le président du conseil a terminé sa pensée. Comme utiliser vos compétences uniques pour prévenir la mort au lieu de simplement y réagir. Oui, dit Leora doucement. Exactement. Elle prit une inspiration. Je vais le faire. À une condition, dirent les membres du conseil en échangeant des regards. Laquelle? Je formerai tous les membres du personnel qui le souhaitent, pas seulement les agents de sécurité, les infirmières, les médecins, les concierges et les agents d'entretien. Tous ceux qui s'intéressent à la question seront formés, car n'importe qui peut être la personne qui remarque quelque chose d'anormal. La présidente du conseil sourit pour la première fois. C'est ce que nous espérions entendre. En 3 mois, Leora Bennett allait transformer cet hôpital. En 6 mois, ses protocoles allaient se répandre dans tout le pays. Et en moins d'1 an, elle empêcherait 3 autres meurtres dont personne n'aurait jamais rien su. Mais Reeves, son histoire allait se terminer très différemment. 3 jours plus tard, le Dr Malcolm Reeves se tenait devant la Cour fédérale, vêtu d'une combinaison orange et menottée, un contraste saisissant avec les costumes sur mesure et l'image soignée qu'il avait entretenue pendant 8 ans. Le procureur lut les chefs d'accusation d'une voix qui résonna dans la salle d'audience bondée. Tentative de meurtre au 1er degré. Possession d'armes chimiques illégales. Détournement de fonds hospitaliers pour un montant total de 230 000 $ sur 5 ans.
Complicité de meurtre à plusieurs reprises, fraude et abus de pouvoir. Le juge regarda Reeves. Comment plaidez-vous? Son avocat commença. Non coupable pour cause de culpabilité. La voix de Reeves résonna dans la salle d'audience. Je plaide coupable pour tous les chefs d'accusation. La salle d'audience fut prise d'un murmure. Son avocat se tourna vers lui et lui murmura d'un ton pressant. Mais Reeves l'ignora. C'est moi qui ai fait ça. Je l'ai planifié pendant 8 ans. J'aurais réussi sans cette infirmière. 6 semaines plus tard, l'audience de détermination de la peine attira une foule nombreuse dans la salle d'audience. Les médias remplissaient la tribune. Lamoureux Gates était assis au premier rang avec Lenora à ses côtés. Leora Bennett monta à la barre et décrivit cette nuit-là avec une précision clinique. L'odeur qu'elle avait détectée, sa formation, la décision impossible à prendre en une fraction de seconde. Je ne m'étais jamais senti aussi sûr de moi et aussi terrifié à la fois. Elle témoigna. Gates témoigna ensuite d'une voix calme mais chargée d'émotion. Il n'a pas seulement essayé de me tuer. Il a essayé de priver ma fille de son père. J'ai servi mon pays pendant 27 ans. J'ai affronté des combattants ennemis dans des zones de guerre, mais je ne m'attendais pas à trouver le mal dans un couloir d'hôpital. L'accusation projeta des pages du journal de Reeves sur des écrans pour que tout le monde puisse les voir. Ses plans obsessionnels étaient mis à nu. Une entrée se démarquait, effrayante par sa cruauté. Je veux qu'il meure en pensant au bébé qu'il ne connaîtra jamais. Lorsque Reeves a eu l'occasion de s'exprimer, il s'est levé lentement. Je ne demande pas la clémence. J'ai eu 8 ans pour faire un autre choix. Je ne l'ai pas fait. Il a marqué une pause, la voix vide. Mais l'amiral Gates doit savoir. Patrick Kane a détruit ma famille bien avant cette opération. Mon frère n'a plus jamais été le même après s'être associé à lui. Ma vengeance ne les aurait pas ramenés. Elle m'aurait simplement détruit. Sa voix se brisa. Cela m'a détruit. La déclaration du juge fut mesurée et définitive. Dr. Reeves, vous occupiez un poste de confiance. Vous soignez les malades. Vous dirigiez une institution de miséricorde. Au lieu de cela, vous êtes devenu ce que vous prétendiez détester. Quelqu'un qui détruit des familles. La sentence fut sévère. 25 ans pour tentative de meurtre. 10 ans pour possession d'armes, peine à purger simultanément. 5 ans pour détournement de fonds, peine à purger consécutivement. Total, 30 ans. Pas de possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Reeves ne montra aucune réaction. Son visage était vide, déjà absent. Gates et Lyra observaient avec une satisfaction tranquille, sans se réjouir, simplement en reconnaissant avec gravité que justice avait été faite. Alors que les gardes emmenaient Reeves, il a regardé Gates une dernière fois. Plus avec haine, mais avec vide. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées à Reeves. Les enquêteurs fédéraux ont creusé plus profondément pour comprendre comment un homme avec son passé avait pu devenir PDG d'un hôpital. Les médias se sont emparés de l'affaire. Les gros titres ont crié au manquement à la sécurité et à la corruption systémique. L'enquête a révélé que Reeves avait falsifié certaines parties de son dossier personnel. Les membres du conseil d'administration qu'il avait embauchés avaient reçu des pots de vin. 3 membres du conseil d'administration démissionnèrent dans la honte. 2 d'entre eux furent poursuivis en justice. La tentative de Reeves de détruire un homme finit par révéler au grand jour un cancer qui avait infecté toute l'institution. Mais alors que le monde de Reeves s'écroulait dans une cellule de prison, celui de Leora Bennett ne faisait que commencer. Et ce qu'elle allait construire sauverait des vies que personne ne pourrait jamais compter. 3 mois plus tard, l'hôpital avait été transformé. De nouveaux scanners de sécurité étaient installés à chaque entrée. Des systèmes de détection chimique surveillaient les zones clés du bâtiment. Les membres du personnel portaient des badges de surveillance discrets qui pouvaient alerter la sécurité en temps réel en cas de menace. Et dans une salle de formation au 3e étage, Leora Bennett se tenait devant 40 infirmières et médecins, leur enseignant des compétences qu'elle pensait avoir abandonnées pour toujours. « Faites confiance à votre instinct », leur disait-elle, sa voix empreinte de l'autorité de quelqu'un qui avait vécu ce qu'elle enseignait. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. Vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce qui ne va pas. Vous devez simplement être attentif et agir. Elle leur a fait faire des exercices pratiques pour identifier les comportements suspects, reconnaître les signes subtils d'une personne qui prépare un acte violent
et même des techniques de base de reconnaissance des odeurs pour ceux qui en avaient une l'aptitude. Une stagiaire, une jeune infirmière, a levé la main. Je n'avais jamais pensé que les professionnels de santé pouvaient être les premiers à réagir en cas de menace. Leora a souri. Nous sommes en première ligne. Nous sommes les premiers à tout voir. Nous sommes dans les chambres des patients, dans les couloirs, au chevet des malades. Nous remarquons les anomalies avant même que la sécurité ne s'en aperçoive. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En seulement 3 mois, l'hôpital a intercepté 2 tentatives d'altération de médicaments. Un individu déséquilibré portant une arme dissimulée a été arrêté avant d'entrer dans le service de maternité. Aucune menace n'a abouti. Aucune vie n'a été perdue à cause d'actes de violence qui auraient pu être évités. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée à un seul hôpital. Dans une salle de briefing du Pentagone, l'amiral Gates s'est présenté devant les dirigeants militaires pour leur présenter des données qui ne pouvaient être ignorées. Il a annoncé que le protocole Bennett avait été mis en œuvre dans 47 hôpitaux militaires à travers le pays. Les statistiques affichées sur les écrans derrière lui étaient éloquentes. La détection des menaces avait augmenté de 340%. Les hôpitaux civils ont également pris note. La clinique Mayo, Johns Hopkins, la clinique Cleveland, des institutions prestigieuses ont demandé à bénéficier du programme. Leora s'est retrouvée à voyager à travers le pays pour conseiller les administrateurs et former les formateurs qui allaient appliquer ces méthodes dans leurs propres établissements. Elle a témoigné devant une commission sénatoriale pour plaider en faveur d'un financement fédéral. Les établissements de santé sont des cibles faciles, a-t-elle expliqué aux politiciens. Mais nous pouvons changer cela sans sacrifier l'environnement propice à la guérison qui fait des hôpitaux des lieux d'espoir. Le soutien était bipartite. Le financement a été approuvé. Les médias se sont emparés de l'affaire. Les gros titres la qualifiaient d'infirmière qui avait arrêté un tueur et décrivaient comment elle révolutionnait désormais la sécurité dans les hôpitaux. Elle est apparue dans les émissions 60 Minutes et Good Morning America, et son histoire a touché des millions de personnes. En l'espace de 18 mois, plus de 500 hôpitaux avaient mis en œuvre le protocole Bennett. Mais les statistiques ne reflétaient pas la réalité. La réalité, c'était les vies sauvées que personne ne compterait jamais. À Chicago, une infirmière formée par Leora a reconnu un homme qui rôdait dans les couloirs. Il s'agissait de l'ex-mari violent d'une patiente. Elle a alerté la sécurité avant qu'il n'atteigne sa cible. La police l'a arrêté dans le parking avec une arme dissimulée. Leora m'a appris à faire confiance à mon intuition. L'infirmière a déclaré plus tard que son intuition était juste. À San Diego, les capteurs du protocole Bennett ont détecté des traces de résidus chimiques sur un visiteur entrant dans un hôpital militaire. L'enquête a révélé qu'un ancien employé mécontent transportait une arme chimique artisanale et prévoyait de la déclencher dans le hall. Il a été intercepté dans le parking. L'attaque a été stoppée avant même d'avoir commencé. Le chef de la sécurité a été catégorique dans son évaluation. Sans ces capteurs, nous ne l'aurions jamais su avant qu'il ne soit trop tard. À Atlanta, un médecin du service pédiatrique a remarqué le comportement inhabituel d'un visiteur. Son langage corporel ne correspondait pas à son objectif déclaré. Ses yeux scrutaient les sorties plutôt que les numéros des chambres. Une vérification rapide de ses antécédents a révélé qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt pour agression dans un autre État. Le protocole Bennett m'a appris que sauver des vies n'est pas seulement une question de médecine, a expliqué le médecin. C'est aussi une question de vigilance. 3 meurtres évités. 3 familles qui ne sauront jamais à quel point elles ont frôlé la tragédie. 3 meurtriers arrêtés parce que quelqu'un était attentif. Chez les Gates, Clara, 18 mois, faisait ses premiers pas chancelants dans le salon. Leora était devenue une visiteuse si régulière que Clara l'appelait Tante Oura, le mot le plus proche que son langage naissant pouvait former. Lenora les regardait ensemble, les larmes aux yeux. « Vous m'avez donné ma famille, dit-elle doucement à Leora. Comment puis-je vous remercier pour cela? » Leora, tenant les petites mains de Clara pendant qu'elle marchait, sourit. « Vous l'avez déjà fait. Clara me rappelle chaque jour pourquoi je fais ce travail. Ce soir-là, ils ont dîné ensemble. Gates, Lenora, Clara et Leora. Non pas en tant qu'amiral et infirmière, ni en tant que sauvée et sauveuse, mais en tant que famille. Une famille choisie, unie par un chevalier qui avait changé leur vie à tous. » Gates leva son verre pour porter un toast à Leora, qui avait prouvé qu'une seule personne pouvait changer le monde en un instant.
2 ans après cette nuit qui avait tout changé, la vie de Leora Bennett avait pris une tournure qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et la leçon qu'elle avait apprise allait inspirer des millions de personnes. Leora Bennett est assise dans son bureau. La plaque sur sa porte indique « Directrice de l'Initiative nationale pour la sécurité sanitaire ». Lorsqu'on lui demande si elle regrette d'avoir frappé l'amiral Gates cette nuit-là, sa réponse est immédiate et honnête. « Je regrette d'avoir dû le faire, mais je ne regrette pas de l'avoir fait. » Elle se penche en avant, l'air pensif. Les gens me demandent comment j'ai pu prendre cette décision si rapidement. La vérité, c'est que je l'ai prise toute ma vie. Chaque compétence que vous acquérez, chaque expérience que vous vivez, vous prépare à un moment dont vous ne connaissez pas l'existence. Je pensais avoir fui mon passé, mais je l'intégrais simplement à la personne que je devais devenir. Elle marque une pause, se souvenant de cette nuit-là. J'avais 8 secondes. 8 secondes entre le moment où j'ai vu le danger et le désastre. La plupart des gens ne vivront jamais un moment aussi dramatique. Mais tout le monde a des moments où il peut choisir le courage plutôt que le confort. Sa conclusion est simple. Votre passé n'est pas quelque chose dont il faut s'échapper. C'est quelque chose à utiliser. Tout ce que vous avez survécu, tout ce que vous avez appris, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est une préparation. Aujourd'hui, l'amiral Frank Gates a pris sa retraite, ayant choisi sa famille plutôt que de poursuivre sa carrière. Il milite en faveur des programmes de soutien aux familles des militaires et siège au conseil d'administration de 3 organisations d'anciens combattants. Il passe ses soirées à lire à Clara, présent et engagé comme il ne l'avait jamais été au cours de ses 27 premières années de service. Il a choisi sa famille plutôt que les étoiles et n'a aucun regret. Le docteur Malcolm Reeves purge sa 7e année d'une peine de 30 ans dans une prison fédérale. Il a refusé toutes les demandes d'interview. Son frère David, toujours emprisonné, a refusé de le voir lorsque Malcolm a demandé à lui rendre visite. La vengeance lui a coûté tout ce qu'il prétendait protéger. Leora Bennett est désormais mariée à James, un collègue infirmier qu'elle a rencontré lors d'une de ses formations. Elle attend leur premier enfant et continue à étendre le protocole Bennett aux hôpitaux de tout le pays. Elle est passée de la fuite de son passé à la construction de son avenir. Clara Gates est une petite fille de 3 ans en bonne santé et épanouie qui appelle Leora Andy Leora et n'a aucune idée à quel point elle a failli ne jamais connaître son père. Elle laisse la vie qui a failli ne pas exister. Cette histoire a commencé avec 8 secondes. 8 secondes entre la vie et la mort. 8 secondes qui auraient pu se dérouler très différemment. Mais il ne s'agit pas vraiment de 8 secondes. Il s'agit des années de préparation qui ont rendu ces 8 secondes possibles. Il y a 3 leçons à tirer ici. Premièrement, faites confiance à votre formation. Faites confiance à votre instinct, surtout quand tout le monde pense que vous êtes fou. Deuxièmement, votre passé, aussi douloureux et compliqué soit-il, n'est pas inutile. Il vous prépare à un moment que vous ne pouvez pas encore voir. Troisièmement, l'acte le plus violent peut parfois être le plus miséricordieux. Le choix le plus destructeur peut être le plus protecteur. Les règles existent jusqu'à ce qu'elles deviennent des obstacles au sauvetage de vie. Leora Bennett a donné un coup de poing qui a brisé le protocole. Et ce coup de poing a sauvé une vie, démasqué un tueur et changé à jamais la sécurité des soins de santé. Parfois, enfreindre les règles est le seul moyen de faire ce qui est juste. Parfois, les héros les plus discrets sont ceux qui n'ont pas peur de faire du bruit quand cela compte le plus. Cette histoire est vraie. Le danger était réel. Le courage de Leora était réel. Et le choix qu'elle a fait, ce choix s'offre à nous tous sous différentes formes chaque jour. Si vous pensez que des personnes comme Leora méritent d'être célébrées, si vous ne supportez pas les personnes qui abusent de leur pouvoir comme Reeves l'a fait, alors vous devez faire 3 choses dès maintenant. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne. Nous racontons des histoires où le bien triomphe du mal, où les héros gagnent, où justice est faite. Deuxièmement, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez cette vidéo. Quelqu'un dans votre entourage a besoin de voir qu'une seule personne attentive peut mettre fin au mal. Troisièmement, commentez ci-dessous. Je défends la justice. Prenez position moralement. Montrez aux trolls et aux cyniques que les gens bienveillants vous regardent et que nous ne resterons pas silencieux. Faites-le dès maintenant. J'attendrai. Et dites-le moi dans les commentaires. Quel moment de votre vie vous a préparé à quelque chose que vous ne saviez pas qui allait arriver? Quand votre passé est-il devenu votre super pouvoir?
Parlons-en. Si vous souhaitez en savoir plus sur le protocole Bennett et sur la manière dont les hôpitaux mettent en œuvre la détection des menaces, j'ai laissé des liens dans la description. Vous trouverez également des ressources pour signaler les comportements suspects dans les établissements de santé. Si vous aimez cette histoire, cliquez sur l'écran pour en voir d'autres. Merci d'avoir regardé. Merci pour